consacré à Syriza, Podemos et les révolutionnaires. Alors c'est un privilège en un sens que d'ouvrir la valse des discussions, puisque vous avez vu au niveau des panneaux des forums que c'est des débats qui vont vertébrer, en tout cas qui vont polariser les discussions pendant les 3 jours. C'est des discussions qui sont cruciales pour les révolutionnaires, importantes pour l'extrême gauche, et vis-à-vis desquelles les différents groupes qui sont présents ici ont des positions définies, parfois contrastées, parfois opposées, mais en tout cas qui sont nécessaires de discuter pour justement considérer un peu à la fois l'actualité et la prégnance des débats actuels qui parcourent pas simplement la Grèce et l'État espagnol, mais également l'ensemble de l'extrême gauche européenne, dans la mesure où, sans forcer pour autant le trait, c'est très certainement une des premières fois depuis la révolution des œillets, depuis 74-75, que la discussion réforme-révolution, la question du gouvernement, mais en lien avec la lutte de classe et avec l'actualité sociale, est reproposée au niveau des, disons, non simplement des petits groupes d'extrême gauche ou des courants un peu plus importants, mais également au sein de notre milieu, au sein de l'avant-garde ouvrière et de la jeunesse. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Grèce et dans l'État espagnol, c'est pas simplement des débats qui sont liés à des cadres nationaux précis, mais c'est également et avant tout l'expression d'une crise économique internationale et de ses répercussions européennes. Et je vous passerai donc les chiffres sur les taux de chômage absolument cauchemardesques de la jeunesse de l'État espagnol ou en Grèce, les familles dans la pauvreté, des pathologies qui reviennent alors qu'on pensait qu'elles étaient absolument, qu'elles avaient été abolies, en tout cas en Europe, ces 50 dernières années. C'est également l'expression, ce qui se passe en Grèce, dans l'État espagnol, l'expression d'une crise des médiations politiques traditionnelles et qui ne sont pas simplement donc, liées au PASOK et à la nouvelle démocratie qui règne en Grèce depuis la chute des colonels, ou à la crise du bipartisme entre le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti populaire, mais c'est aussi l'expression, et c'est en ça que le débat est essentiel, c'est la première fois que des formations, des courants anti-austéritaires arrivent au pouvoir ou pourraient arriver au pouvoir, même si aujourd'hui, dans le cadre des sondages en vue des élections autonomiques et municipales de demain dans l'État espagnol, Syriza est plutôt en perte de vitesse et passerait de première à troisième formation en termes d'intention de vote. Et encore, pour finir, dans le cas grec, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre qu'une formation politique qui a au moins partie liée au mouvement communiste arrive au pouvoir, d'où les cris d'orfraie des classes dominantes, mais également un enjeu essentiel pour l'extrême gauche et la gauche radicale plus en général. Mais c'est aussi donc des partis qui ont été portés par des mobilisations extrêmement intenses, et je pense qu'on a tous suivi avec une certaine passion les débrayages, les journées d'action de 24, 48, 72 heures en Grèce, notamment en 2011-2012, le mouvement des indignés, les luttes sociales en Espagne, les luttes contre les expulsions, et donc là, des mouvements qui ont porté et qui portent encore aujourd'hui ces formations, mais des formations qui ne coïncident pas obligatoirement, en tout cas c'est là un des enjeux du débat, avec la poursuite de ces mobilisations, ou en tout cas leur multiplication et leur intensification. Et le débat ici aujourd'hui, donc par-delà les ambitions bassement électorales que peuvent avoir certains, notamment dans le front de gauche, qui lorgnent donc du côté des scores grecs ou espagnols et qui rêvent à des scores à 2 chiffres, voire plus. L'enjeu ici, c'est pas de distribuer des mauvais points en réformisme ou encore de faire la liste des trahisons passées et à venir, puisque réformistes, à la fois dans le cas de Tsipras ou dans le cas de Iglesias, ils disent qu'ils sont réformistes fondamentalement, et je passe sur la rhétorique de Podemos sur en haut, en bas, les gens, la caste, où je passe encore sur, vous avez tous en tête, je pense qu'on a tous suivi l'intervention de Tsipras à la suite des résultats le 25 janvier, dans lequel le discours a paru une mention à l'oligarchie. C'était un discours absolument vide, ou plutôt un discours extrêmement significatif quant à ce qu'il allait effectivement mettre en œuvre par la suite. La question aujourd'hui, c'est et pour ce qui est des trahisons, elles sont multiples, des trahisons, des reculades, des compromissions, et il suffit d'avoir en tête l'alliance contre nature, mais là aussi qui n'est pas si contre nature que ça, à la fois de Tsipras avec les Grecs indépendants, une formation chauvine, xénophobe, homophobe, ou encore avec déjà les gages de bonne conduite que s'apprête à, non pas s'apprête à donner, qu'a déjà donné
Podemos et Iglesias par rapport à la monarchie, par rapport aux forces armées espagnoles, par rapport à Madrid et à la question nationale, ou encore y compris par rapport à la finance, ou à la bonne finance et au bon capitalisme. La question aujourd'hui, c'est de savoir si justement ces formations-là sont des vecteurs de mobilisation, dans le cadre d'un certain reflux des mouvements tels qu'on a pu les voir, notamment à la fin des années 2000 et au début des années 2010, et si les gouvernements Syriza et un éventuel gouvernement de coalition qui serait mené par Podemos sont des appuis pour relancer à la fois la conflictualité ouvrière et l'initiative du monde du travail. Et on est encore une fois donc plusieurs dans cette cité politique à avoir des positions, encore une fois, qui sont parfois divergentes, à pas contraster, mais c'est des enjeux qui sont centraux à la fois pour discuter des perspectives au niveau européen et y compris pour discuter au niveau donc de notre milieu, au niveau de l'avant-garde, au niveau du monde du travail et de la jeunesse. Alors pour ce qui est de la Grèce, c'est un pays qui a été extrêmement, en tout cas c'est une focale qui est extrêmement intéressante pour analyser la situation. D'abord parce que c'est un laboratoire, et c'est plus simplement un laboratoire pour la bourgeoisie, c'est plus simplement un laboratoire des réformes économiques telles qu'elles ont été appliquées, mais vraiment un cadre à travers lequel on peut, un prisme, à travers lequel on peut analyser les mobilisations qui a eu lieu et leur traduction. C'est avant tout donc le fruit, dans le cas de la poussée électorale de Syriza, c'est le fruit exceptionnel d'une poussée des mobilisations entre la fin des années 2000 et notamment 2011-2012. C'est l'expression donc de cette mobilisation, mais en même temps d'une certaine absence de perspective, d'une certaine usure donc des journées de grève générale qui ont été menées. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité centrale qui est à mettre sur le compte donc des directions syndicales d'ADEDI et de GSE, donc des principales confédérations syndicales grecques, mais également du Parti communiste, du KKE et de sa tendance syndicale, le PAME, dans la mesure où cette absence, cette espèce de dépit et ce reflux, disons, a porté le mouvement social, a porté le monde du travail, à identifier dans une espèce de délégation verticale, dans les urnes, dans les élections et dans Syriza, ce que l'horizontalité des luttes n'avait pas réussi justement à imposer, n'avait pas réussi à arracher, pour mettre fin au moins au cauchemar austéritaire que vit la Grèce, ou en tout cas que vit la Grèce de façon paradigmatique par rapport à d'autres pays d'Europe. Mais la contradiction fondamentale, c'est que ce vote Syriza, tout comme y compris une bonne partie de l'électorat Podemos, n'est pas là pour exprimer une volonté de compromis, n'est pas là pour exprimer une sorte de compromission, mais pour mettre un terme en tout cas à ce qui est subi par donc, les peuples d'Espagne ou le peuple grec depuis maintenant plusieurs années. Et la question, c'est que dans ce cadre-là, de façon extrêmement exemplaire, on a assisté en tout cas à une translation sur la droite extrêmement rapide du gouvernement Syriza à Nel, avec l'énième reproposition, donc non seulement d'un gouvernement réformiste, sans marge de manœuvre réformiste, mais même y compris d'un gouvernement qui a voulu et qui, en tout cas, qui entend poursuivre une sorte de compromis honorable, pour reprendre les termes de Tsipras, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de compromis, où il y a compromission, où il y a rupture. Et pour ce qui est de gagner du temps, puisque c'est une des anciennes de Tsipras, pour ce qui est de gagner du temps, fondamentalement le temps il est extrêmement précieux, puisque ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de savoir si, face aux espoirs qu'on peut susciter, en tout cas à la fois le processus grec, mais également les élections, il ne peut pas y avoir un retour de bâton, une sorte de désenchantement qui sera à la hauteur effectivement des espérances qui ont été portées par ce vote Syriza. Et dans un pays où les forces armées ont une tradition, on va dire, assez peu démocratique, et ça vaut également pour l'Espagne, c'est assez peu rassurant, et également dans un pays dans lequel il y a une formation fasciste, ou fascisante en tout cas, qui a participé au corps de répression, à la police et à l'armée, et là encore, c'est extrêmement problématique. Mais c'est là en fait une des contradictions autour desquelles gravite la situation grecque, et c'est également une des contradictions qu'on pourrait étendre dans une certaine mesure à l'Espagne, à la fois les expectatives, les espoirs qui ont été portés, la façon dont le mouvement de masse a pu cristalliser un rapport de force, et néanmoins n'a pas réussi à renverser ce rapport de force, et aujourd'hui donc la phase intermédiaire à laquelle on est confronté. Et c'est ce qu'il y a en tout cas, c'est une des contradictions également qui permet d'expliquer aujourd'hui la façon dont, de façon encore
fragmentaires, ou en tout cas y compris embryonnaires, mais des secteurs de l'avant-garde commencent réellement à discuter, et là encore une fois, au-delà des cercles d'extrême gauche habituels, commencent à discuter réforme et révolution, commencent à discuter dans la pratique le rapport à ce qui serait leur gouvernement, dernière instance, et on sait tous que Tsipras continue à bénéficier d'un taux de popularité extrêmement important, et on songera de ce point de vue-là la caravane qui a été emmenée par les travailleurs de Viomé, et pas simplement, donc l'usine donc dans le nord de la Grèce, de Thessalonique, qui est sous contrôle ouvrier, une petite PME, qui avait reçu donc, la visite du secrétaire général de Syriza avant les élections, qui leur avait là aussi donc, promis monts et merveilles, une solution, etc. Évidemment, il y a eu absolument non-respect de la promesse, et les travailleurs de Viomé, avec une partie de l'extrême gauche grecque, et c'est ça qui fait la différence, a réussi à transformer, disons, ce qui aurait pu être tout simplement un recul ou un reflux, en une caravane qui s'est dirigée entre donc, Thessalonique et Athènes, et qui a emmené les travailleurs de Viomé, les enseignants, les journalistes de l'ERT, les cimentiers de Chalkide, les travailleurs de Coca-Cola, et les employés du nettoiement de certains ministères, qui étaient autant de secteurs qui étaient liés au PASOK, qui étaient liés au PAME, donc à la tendance syndicale du Koukoué, qui étaient liés à Syriza, et qui néanmoins ont commencé à rompre, et par rapport auxquels donc, leur direction historique ont été dans l'impossibilité d'imposer, de ne pas transformer effectivement leur mouvement en une poursuite, en une continuité de la lutte, donc jusqu'à Athènes, en face de la Voulie, en face du Parlement, pour demander des comptes et poser réellement la question justement des perspectives politiques pour le monde du travail grec. Et ça, c'est des éléments qu'on a pu également retrouver du côté espagnol, du côté de l'État espagnol, dans une moindre mesure, avec une certaine persistance des luttes, notamment contre les licenciements, qui ont eu, disons, des évolutions parfois contrastées dans le cadre de Coca-Cola de Fuentelavra, mais qui aujourd'hui portent en tout cas une certaine continuité des luttes, disons, par-delà la situation que connaissent les deux pays. Et c'est cette question, puisque aujourd'hui c'est encore des segments, des secteurs absolument relativement réduits, disons, du monde du travail ou de la jeunesse, qui est en face de, en tout cas, un début de rupture, à la fois politique et pratique avec le gouvernement en place dans le cas de Tsipras, ou dans le cadre des illusions qui pourraient encore exister vis-à-vis de Podemos. Et ça pose fondamentalement, donc, par rapport à ce qui est donc, du débat de l'extrême gauche, la question, il nous semble, à la fois du sujet, la question du programme et la question du gouvernement. La question du sujet, dans la mesure où il est vrai qu'il faut aussi reconnaître que si lutte il y a eu, mobilisation il y a eu tout au long de ces années, il y a une différence fondamentale entre les mobilisations à caractère populaire, les mobilisations de la jeunesse, les acampadas, ou le mouvement des places en Grèce, et les mobilisations du monde du travail, les grèves qu'il y a pu avoir, puisque là où il y a pu avoir persistance, et y compris un certain entêtement dans les occupations, avec donc sur Place Catalogne, à Madrid, donc une sorte d'enracinement du mouvement pendant un certain temps, il y a eu un manque de continuité, et ça c'est effectivement à mettre sur le compte des bureaucraties syndicales, un manque de continuité dans les grèves, dans les débrayages qu'il y a pu avoir ces dernières années. Et c'est dans ce cadre-là justement, c'est ça qui a donné un peu le là de la situation, avec une sorte de prégnance, d'importance très importante, simplement du mouvement, et avec une espèce de dilution du monde du travail, du salariat, qui néanmoins avait pu s'exprimer, mais qui n'a pas réussi à maintenir sur la durée un niveau de mobilisation capable justement de renverser la pression. Et l'absence justement d'un sujet donc autonome, d'un sujet hégémonique qui serait le monde du travail dans sa dimension la plus large, inclusive possible, c'est ce qui a permis justement à la fois dans le cadre d'une grande politisation, dans le cadre d'un réveil idéologique important, notamment de la jeunesse, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a marqué, disons, et a permis l'émergence d'un mouvement type Podemos, d'un mouvement à la fois réformiste mais aussi très petit bourgeois, dans la mesure où il n'a pas réussi, en tout cas le monde du travail n'a pas réussi à hégémoniser le devant de la scène, et c'est ce qui explique y compris le caractère à la fois erratique des positions de Podemos, et le caractère très brouillon, y compris de son discours, et la façon dont une partie de son électorat aujourd'hui oscille, aussi bien entre Iglesias ou Ciudadanos, Albert Rivas, qui est donc l'un des leaders
du pendant de droite, on va dire, de Podemos, Ciudadanos, une formation à l'origine catalane, et qui aujourd'hui elle va en poupe, et dont donc, le porte-parole est donné comme une des personnalités les plus appréciées des Espagnols, en tout cas selon les instituts de sondage. Et dans le cas de cet espace ouvert par la politisation, mais qui n'a pas été rempli par le monde du travail, il y a eu effectivement l'émergence d'un autre sujet, en l'absence d'un sujet ouvrier défini, caractérisé, qui a été d'abord, d'un côté, dans le cas de l'État espagnol, l'état-major de Podemos, donc les gens qui gravitent autour de Iglesias, ou tout simplement le cercle restreint de collaborateurs de Tsipras, qui s'est y compris distancié de l'appareil politique de Syriza. Donc, pour ce qui est aujourd'hui, après donc, de la question des gouvernements, donc face à l'expérience, en tout cas Syriza, et les premières mesures qui ont été prises, et notamment donc, le va-et-vient, les allers-retours plus ou moins folkloriques et théâtraux entre Athènes et Berlin, notamment sur les questions de mémorandum. Aujourd'hui, toute la discussion consiste aussi à savoir, en tout cas à réfléchir sur la question d'un gouvernement de Tsipras qui pourrait être un allié, qui pourrait être un point d'appui, ou qui serait y compris une sorte de gouvernement en dispute, libre aux révolutionnaires, libre au monde du travail, par sa pression exercée sur ce gouvernement, justement de le pousser au-delà de ce qu'il pourrait aujourd'hui souhaiter. Alors c'est un vieux débat, et c'est un débat y compris qui avait été remis à l'ordre du jour en 2002 après l'élection de Lula au Brésil, un gouvernement qui a été appuyé, voire même intégré pour partie par l'extrême gauche, et qui donc est lié à ce raisonnement qui est plus ou moins lié, articulé autour du programme de transition selon lequel les gouvernements petits bourgeois réformistes, dans des cadres bien précis, sous la pression de la crise et du mouvement de masse, pourraient prendre des mesures et aller au-delà de leurs propres intentions. Aujourd'hui, ce à quoi on a à faire face en Grèce, c'est l'exact contraire. C'est au contraire un gouvernement qui essaye à tout prix de congeler la montée ouvrière qu'il y a pu avoir, qui contribue à cultiver la démobilisation, y compris par ses relais syndicaux, et qui fait tout justement pour que ces expériences d'avant-garde qu'on a pu voir à différentes échelles en Grèce ne trouvent pas de cadre de coordination ou soient le plus isolé possible, avec donc, et c'est un peu ce qu'on a pu voir, y compris de façon inquiétante, lors du 1er mai à la fois à Athènes et en province, avec une mobilisation qui était bien en deçà de ce à quoi les 1er mai grecs, en général, pouvaient nous habituer. La différence néanmoins, par rapport, pour reprendre la question donc, du gouvernement en dispute, est-ce qu'on est face aujourd'hui à une sorte d'hypothèse louliste reloaded ou reproposée, c'est que le cadre objectif est absolument différent par rapport à 2002. On est dans une phase économique profondément distincte, bien entendu, par-delà les reprises ou frémissements que voudraient voir les Rajoy ou les Valls de l'économie, et les perspectives sont extrêmement sombres pour la bourgeoisie, de même que les temps sociaux et l'expérience qui est accumulée est absolument différente. Et ça, c'est deux éléments dont les analystes de la bourgeoisie tiennent compte au moment où ils pensent à la possibilité, aux conditions de possibilité d'une reprise de l'initiative ouvrière et de la conflictualité ouvrière en Europe du Sud, et y compris au-delà. D'où, à notre avis, la nécessité de faire clarté. Alors non pas par souci d'ultimatum ou de dogmatisme, sous prétexte du fait qu'entre la dictature, il y aurait ou la dictature du prolétariat ou rien, bien entendu, mais tout simplement parce que, et ça c'est un discours qui est porté par une partie de l'extrême gauche, y compris par la gauche radicale stalinienne grecque, et qui contribue à cultiver les divisions au sein du mouvement, ou qui serait y compris porté par une sorte d'extrême gauche abstentionniste qui refuse d'analyser la situation dans l'ensemble de son contexte et de ses différentes dynamiques, tout simplement en attendant un moment où il y aurait donc une fameuse, en tout cas, retour de la classe ouvrière sur le devant de la scène. Mais il faut faire clarté parce que aujourd'hui, c'est y compris, je pense qu'on est ici tous convaincus, c'est dans notre propre milieu, au sein des secteurs de salariés de la jeunesse, que se discutent les principales questions qui sont posées en Grèce. Sur la question tout d'abord de la dette, est-ce qu'il faut refuser de payer la dette ou tout simplement prôner un audit partiel? Est-ce que fondamentalement la question c'est la finance
ou la mettre hors d'état de nuire, ou la seule façon de la mettre hors d'état de nuire, ce serait effectivement en nationalisant le système bancaire sous contrôle des travailleurs et sous contrôle des usagers? Est-ce que la question c'est un mauvais capitalisme qui serait devenu fou, tout simplement là aussi exproprier les grands groupes, les secteurs stratégiques de l'économie pour empêcher les licenciements et donc de ce point de vue-là, créer les conditions d'une reprise de l'initiative ouvrière, d'une contre-offensive? Est-ce que justement face à la caste, face aux politiciens qui sont effectivement tous pourris, l'enjeu c'est pas fondamentalement l'organisation ou l'auto-organisation, mais en toute indépendance des partis réformistes qui ont eu parti lié en tout cas au parti du régime, que ce soit du centre-gauche ou du centre, et qui veulent aujourd'hui substituer par des gouvernements qui seraient vraiment réformistes ou vraiment sociodémocrates ce que Valls ou d'autres ne feraient pas. Et c'est là en fait fondamentalement pour discuter la question du seul gouvernement de rupture qui soit serait un gouvernement du monde du travail, un gouvernement des classes populaires mobilisé, capable de prendre ses premières mesures, des mesures essentielles aujourd'hui face à un continent qui est économiquement à la dérive, qui est politiquement dans une impasse avec une extrême droite à l'offensive. Donc c'est en tout cas des leçons qui nous semblent importantes à tirer à la fois de ce qui se passe en Grèce, des leçons qui sont importantes à tirer en fonction disons des prochains mois et de l'évolution de la situation dans l'État espagnol, non seulement en vue des élections de demain, mais également des élections au niveau national qui vont avoir lieu cet automne, mais également pour la France, donc face à un gouvernement qui est toujours aussi en difficulté, mais qui reste à l'offensive, voire qui redouble d'offensive, et ça on a pu le voir avec Macron, avec Rebsamen, ou y compris la question de la réforme dans l'éducation nationale, avec une droite qui est en parfaite débandade et une extrême droite qui est à l'affût, mais dans lequel le monde du travail n'a absolument pas, même s'il a pu aujourd'hui subir un certain nombre de coups, n'a pas été défait, n'a pas renoncé à la possibilité de se battre. Et aujourd'hui, pour que l'extrême gauche soit en tout cas à la hauteur de la situation, à la fois dans les mobilisations et d'un point de vue politique, c'est des conclusions, c'est des leçons qu'il faut tirer à la fois de l'exemple grec et de l'État espagnol, de façon à être à même de répondre aux enjeux et de façon à proposer une extrême gauche révolutionnaire qui soit capable de répondre à l'ensemble de ces questions qui aujourd'hui sont posées au sein de notre milieu, mais qui pourraient aujourd'hui, après, avoir une prégnance, y compris au-delà des cercles qu'on peut influencer. Merci. Alors il y a des choses quand même dans ce que tu as fait comme présentation qu'il va falloir revoir un petit peu. Alors qu'il est en Espagne, Podemos est sur un même plan que le Parti populaire, le Parti socialiste ouvrier espagnol et Ciudadanos. Ils sont sur le même plan, ils sont à égalité. Demain, il suffira qu'on trouve un appareil internet, si tu veux, on peut étudier, analyser les résultats et tu vas t'apercevoir qu'à l'heure qu'il est, le système politique espagnol est en train de se rompre, est en train de péter. Hein? Ça, c'est une réalité politique. La Grèce et Podemos, Syriza et Podemos, l'Espagne, Podemos en Espagne et Syriza en Grèce, c'est pas la même démarche. Même si en Grèce, auprès de Syriza, il y a des indignés qui ont rejoint Syriza, dont notamment l'ancien résistant qui a participé au décrochage du drapeau nazi que tout le monde connaît, j'imagine ici. Même s'il y a une partie des indignés grecs qui a rejoint Syriza, entre les deux pays, il y a quand même une différence. C'est-à-dire qu'en Espagne, Podemos pose la question du pouvoir populaire. Poder popular, c'est ce que dit Pablo Iglesias, le pouvoir populaire. Ça pose la question de on change le système. Alors toute la difficulté politique actuellement, c'est laquelle? C'est que quand on est révolutionnaire aujourd'hui, si tu arrives au pouvoir par le système, c'est-à-dire par les élections, tu es pris dans le système. Et toute la difficulté est là. Alors après, historiquement, on a connu des situations similaires. Moi, je viens du Chili, d'Amérique latine, on a eu ce problème-là. Le camarade président Allende a été élu par les élections, démocratiquement bourgeoisement, hein, par les institutions démocratiques bourgeoises. Mais une fois que tu prends le pouvoir et tu veux engager un processus révolutionnaire, comment tu fais? Toute la question est là. Alors,
les camarades de Podemos ont été capables de le poser d'emblée dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut, dès le départ, poser la question de la participation directe et de la démocratie directe et participative. C'est ça le projet Podemos. Et en France, si on veut avancer aujourd'hui, c'est une des questions qui se posent. C'est-à-dire que tant qu'on continue à répéter des schémas qui ne correspondent plus à la réalité sociale, qu'entre nous on comprend, puisque nous on a tous à peu près la même culture politique, donc entre nous on se comprend, mais en dehors de nous, la société, les nouvelles générations, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Comment on fait pour mobiliser le peuple aujourd'hui en France? Eh bien, il faut qu'on soit capable de repenser le système politique. Il faut qu'on soit capable de repenser une démocratie participative, une démocratie directe. Voilà. Merci. Dans notre dernier journal de bolchevique, c'est un... Ok, là ça va mieux là. Ok, le gouvernement Syriza, donc nous le disons, et il est clair pour les marxistes que c'est un gouvernement capitaliste. C'est pour ça que nous disons dans notre dernier journal, Syriza, ennemi des travailleurs, ennemi de classe, des travailleurs et des opprimés de Grèce. Contrairement à presque toute la gauche en Grèce et également ici en France, nous avons appelé à ne donner aucune voix à Syriza et à voter pour le Parti communiste, le KKE. Alors, Syriza n'est pas un parti réformiste, n'est pas un parti basé sur la classe ouvrière ou qui se réclame du socialisme. Syriza, c'est un parti bourgeois dont le programme est populiste. Ça n'existe pas, le peuple grec. Il y a la société grecque est divisée en classes, comme chaque marxiste réel le sait. Notre vote pour le KKE, qui est un parti ouvrier réformiste, c'est un vote d'indépendance de classe contre la bourgeoisie. Votre groupe, la fraction trotskiste, a critiqué le KKE justement pour le soi-disant sectarisme du KKE. Au contraire, nous, c'est une raison pour laquelle nous avons voté pour lui, c'est qu'il s'est opposé à Syriza et à l'idée d'entrer dans le gouvernement Syriza. Nous, on a dit, c'est une bonne chose et c'est en rupture, c'est beaucoup dire, mais c'est en contradiction avec leur l'habitude stalinienne de faire des fronts populaires. Là, ils ont rejeté le Front populaire et nous rejetons évidemment aussi le Front populaire. Le KKE rejette aussi l'Union européenne ainsi que l'euro qui est l'instrument monétaire des impérialistes européens pour imposer l'austérité à leur classe ouvrière et évidemment aux classes ouvrières des pays dominés, plus dépendants comme la Grèce, le Portugal ou l'Irlande. Nous disons à bas l'Union européenne et à bas l'euro. Mais la gauche française, les réformistes ici, sont pour l'Union européenne. Simplement, il faut qu'elle soit un peu plus sociale. Et également, vous, la fraction trotskiste, vous avez aussi critiqué le KKE pour la question de l'Union européenne. Il y a une question donc, qui n'a pas été très discutée, c'est la montée des fascistes d'Aube dorée. Avec Syriza, le gouvernement Syriza, ils vont inévitablement se renforcer. Nous sommes pour des actions de front unique, et c'est une attaque politique qu'on fait également contre le KKE, qui refuse de lever le petit doigt contre les fascistes, qui attaquent également, bien sûr les immigrés, mais également les propres militants du KKE. Et nous sommes pour un front unique pour balayer les fascistes des rues. Voilà. Revenir sur un truc là, sur Podemos que tu parlais. Ah oui, pardon. Moi c'est Ben, je suis militant au NP à Lille. Pour revenir sur Podemos avec la question de prendre le pouvoir, mais j'ai envie de dire tous les programmes politiques de tous les partis politiques, s'il y a un parti politique c'est pour prendre le pouvoir. Donc en fait c'est ça un peu le truc, mais ce qu'il y a c'est que Podemos, si tu dis que ça veut faire, enfin j'ai pas bien compris en fait ton intervention, mais la grosse différence qu'il y a avec Allende au Chili, c'est que le programme déjà, la situation n'a rien à voir, le programme n'a rien à voir, il est beaucoup moins révolutionnaire, ça c'est clair. Mais surtout, en fait, il risque de faire la même erreur en fait qu'Allende en refusant d'armer la population, que ce soit même de manière idéologique, mais même au niveau armé, j'ai envie de dire, même militairement, si jamais il y a l'extrême droite, l'armée et tout ce genre de choses qui arrivent. Podemos, c'est aussi un fonctionnement interne
qui est assez peu démocratique et ultra bureaucratique, qui mène des bagarres internes contre toutes les fractions, toutes les organisations politiques qui essayent de se mettre en place et qui se relaient même par d'autres organisations. Là, il y a eu l'un des cofondateurs de Podemos qui s'appelait Esquerda Anticapitalista, qui était un parti politique qui a dû se dissoudre en association, et dans cette propre association ils ont exclu de manière ultra antidémocratique, encore une fois, ils ont exclu des membres qui osaient poser la question de militer dans les boîtes, d'avoir un discours clairement révolutionnaire, de ce genre de choses, et donc ils ont été exclus dans ce truc là, et qui aujourd'hui on refait un groupe qui s'appelle Esquerda Anticapitalista Revolucionaria. Un autre chose, moi de base, que je veux revenir, c'est sur plus Syriza. Je connais un peu mieux le truc. C'est que moi, la façon dont j'avais l'habitude d'expliquer le truc, c'était que Syriza au pouvoir, c'était une bonne chose parce que ça permettait de débloquer une situation. Ça, c'est la première chose. Mais après, en embuscade, il y avait 3 scénarios en réalité qui est à peu près probable à l'heure actuelle. Soit un effet juin 36, c'est-à-dire un gouvernement de gauche qui se veut général et tout ça, qui arrive au pouvoir, boum, réponse des travailleurs, bon bah chiche, on fait tout de suite et on a un peu pas forcément confiance en vous. Donc soit une remobilisation des luttes avec l'auto-organisation, avec des cadres y compris d'autres organisations qui sont à la gauche, je pense notamment à Antarcia et Omidé qui sont juste derrière. Soit c'est une situation genre qui j'ai l'impression existe encore aujourd'hui de laisser pourrir les mobilisations qui existent, et ça avoir un espèce de phénomène Lula. Donc quand t'as Lula qui arrive au pouvoir au Brésil, ça calme toutes les mobilisations sociales et on doit faire confiance à Lula et tout ça. Là ça ferait pareil avec Citras. Soit c'est une réponse de l'extrême droite réelle, directe face à ça, et donc c'est effectivement le problème de l'aube dorée qui est en embuscade derrière et qui est en lien direct avec une majorité des flics et notamment des brigades de l'armée et tout ça. Mais un autre truc, c'est sur mon avis, ce qui est important aussi qu'il y a à voir et que ça va se débloquer dans quelques jours là actuellement, c'est la question pour Syriza de comment est-ce qu'il va mettre en place sa politique. Parce que jusqu'à maintenant, pour mettre en place sa politique, ce qu'il espère, c'est d'avoir des financements de l'Union Européenne qui n'arrêtent pas de tracher de manière justifiée d'ailleurs, mais il n'arrête pas de tracher l'Union Européenne, mais il compte quand même sur ses financements pour pouvoir mettre en place son programme social qui s'est vachement éludé déjà vis-à-vis du temps. Et ça va être réglé en juin. En juin, il y aura la discussion de la BCE pour savoir si oui ou non ils vont refiler des thunes à Tsipras. Et à ce moment-là, ce sera là le moment de décalage. Est-ce que Syriza essaiera de refaire de la lèche à toutes les organisations de la Troïka pour essayer de ravoir de la thune et tout ça, ou alors est-ce qu'il se base sur la mobilisation populaire pour essayer de mettre en place son programme, ou alors il laisse complètement tout tomber, et là dans ces cas-là il y a un risque d'action. Voilà, moi c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Merci. Juste pour apporter quelques éléments et après pour faire un deuxième tour de parole. Alors pour ce qui est du camarade de la LTF, c'est vrai qu'on pourrait commencer à faire une liste avec l'ensemble des organisations qui commenceraient à être donc les ennemis des travailleurs, après les centristes, etc. Et on finirait par les vrais révolutionnaires, les authentiques. Alors pour ce qui est du Koukoué, qui en l'occurrence célèbre tous les ans le pacte Staline, plutôt Ribbentrop-Molotov, et qui a participé, notamment au tout début des années 90, à des gouvernements du national avec la droite, et notamment la droite la plus extrême de la hausse. C'est vrai que c'est en termes d'indépendance de classe, ça se pose là. Mais bon, ça c'est une vieille discussion qu'on a avec les camarades, et notamment par rapport à l'Afghanistan, etc. On n'a jamais pensé que l'armée rouge libérait les peuples, et encore moins en soutenant Najibullah. De façon un peu plus, à mon avis, politique et intéressante par rapport à ce qu'a dit le camarade chilien et ce qu'a dit le camarade de Lille juste après. La question est effectivement le cadre de la façon dont le gouvernement de 78 dans l'État espagnol, et y compris le gouvernement qui est issu de la chute de la dictature des colonels en Grèce, aujourd'hui est en train de prendre eau de toutes parts, et néanmoins continue à résister tant bien que mal, en dépit des coups de butoir, des mobilisations, etc. C'est une chose. La question c'est de savoir si Podemos ou Syriza sont des instruments qui seraient capables justement de renverser la table.
Le problème du pouvoir populaire, y compris par rapport à un peu le cas d'école chilien, etc., c'est qu'en dernière instance, entre les cordons industriels et l'armée, il n'y a pas de point intermédiaire. Que le gouvernement, fondamentalement, ou il est d'un côté ou il est de l'autre, ou il est avec les marins de Talcahuano, ou il est avec l'état-major des forces armées chiliennes. Et c'est pareil dans le cas espagnol. Dans le cas d'Iglesias, il a déjà effectivement, alors pouvoir populaire peut-être, et encore il faudrait peut-être débattre entre les différences entre démocratie participative et démocratie directe. Mais dans le cas d'Iglesias, par rapport à la monarchie, il a déjà commencé à dire effectivement, bon la République peut-être, mais bon quand même le roi c'est un mec sympa. Que par rapport aux carabiniers espagnols, ceux-là même qui ont organisé les GAL, les groupes antiterroristes de libération, qui ont assassiné les militants basques et catalans et du Grapo dans les années 80, qu'effectivement ils avaient quand même, c'était des bons gars, et que peut-être qu'on pourrait quand même leur faire confiance, parce qu'en dernier instant c'était les garants du système. Que par rapport à Madrid et par rapport à la revendication essentielle de l'autodétermination des peuples en Galice, en Euskadi et en Catalogne, ce que dit Iglesias, c'est loin d'être droit à l'autodétermination, mais au contraire, effectivement, entamons un processus de discussion, etc. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'un gouvernement Podemos, de coalition ou non, ou est-ce qu'un gouvernement Syriza sont des instruments qui permettent de dynamiser, et y compris de dynamiter le système? Fondamentalement, aujourd'hui, c'est des instruments qui bloquent, qui gèlent les mobilisations et en tout cas leur développement par rapport à ce qu'on a pu voir au cours de ces derniers mois. Et ça, c'est une des questions. Et pour finir sur la question de Syriza, je ne sais pas si il faut avoir un œil du côté de Syriza et se demander si, en dernière instance, dans ces négociations avec l'Union européenne, ils vont réussir à sortir de la logique de on va gagner du temps et à rompre. Parce que moi je pense que l'ensemble des accords, je pense, il y a un certain nombre d'économistes qui pensent que l'ensemble des accords entre Athènes et Berlin ont déjà été écrits. Que fondamentalement c'est une question de temps, un peu comme si ils s'étaient déjà mis d'accord sur un coin de table, et que progressivement, effectivement, de mois en mois, ils repoussent les échéances, ils font semblant de s'opposer. Tsipras va faire un tour à Moscou, en partie aussi pour conforter une partie de la gauche chauvine orthodoxe grecque qui vise à une alliance pan-slave ou pan-orthodoxe, etc., etc. Mais fondamentalement, s'il y a bien un instrument qui devrait permettre à la base de Syriza, qui aujourd'hui est en tout cas en attente, ou y compris en phase de désenchantement, pour continuer à avoir de l'espoir, c'est pas du côté, et ça c'est un des grands problèmes auxquels fait face la Fazanis, auquel fait face DA, et y compris auquel fait face Epanastasi, le courant grantiste qui est dans Syriza, c'est qu'aujourd'hui ils sont dans l'incapacité d'expliquer à leurs propres militants qu'est-ce qu'ils continuent à faire dans Syriza, et pourquoi ils ne sont pas en train de construire aujourd'hui une alternative de classe, de gauche et révolutionnaire, pour effectivement être à la hauteur de la situation. Donc je crois que c'est ça un peu un des enjeux de la discussion et du débat. Je vais laisser la parole aux camarades éventuellement. Bonsoir, je vais essayer d'éclaircir un peu parce que d'ailleurs l'analyse il est profondément marquée par un point de vue très sectaire. Il paraît que tout ce qui intéresse c'est savoir la position des gens de Podemos et des gens de Syriza. Mais la question centrale, comme dans tous les mouvements sociaux, le Chili entre autres, dont je fais partie aussi, dont je viens aussi, c'est les masses. Les sentiments des masses. Où est-ce qu'ils vont pousser les masses? Vers où vont pousser les masses? Là, ils nous racontent que peut-être il va y avoir des accords entre Moscou et Syriza, ou entre les Allemands et Syriza, que Podemos ici ou que Podemos là. Mais il faut la question, pourquoi ces gens-là, ils se trouvent dans ces situations-là de véritables sandwichs? Parce qu'ils sont d'un côté la poussée des masses et de l'autre la poussée du grand capital. Hein? Et devant ces situations-là, il faut établir une tactique des gens qui se disent communistes pour pouvoir faire avancer les choses. Hein? L'absolument ridicule et stupide intervention de celui qui disait Syriza c'est un parti bourgeois, c'est absurde, c'est un gauchisme aveugle, ça mène directement contre le mur et à la défaite. Ça ne peut mener que là. Il faut penser comment faire pour que la base de Syriza et la base de Podemos avancent vers des positions communistes. C'est là l'essence de la tactique. C'est vers cela où il faut marcher. C'est vers cela où nous devrions avoir fait marcher les processus au Chili. Quelles ont été les erreurs de l'extrême gauche au Chili? De l'une, les hésitations d'un groupe
Et l'autre, les autres qui se sont mis justement à faire la leçon comme il a fait la personne qui a parlé gauchisme en disant non, non, c'est pas par là, il faut aller par là. Ça mène où? Ça mène à nulle part, nulle part. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Il faut être avec les gens du Podemos, tant que les masses ils sont là, un peu plus en avant. Il faut être avec les gens du Syriza, tant que les masses sont avec, un peu plus en avant, et pousser les masses. Parce que c'est ça le facteur fondamental, qui naturellement n'était pas en l'analyse. Hein? Parce que c'était une analyse essentiellement sectaire, la seule chose qui intéressait, c'était si peut-être on va pouvoir repêcher quelques gens de Podemos ou Syriza pour des petits groupes d'extrême gauche. C'est complètement absurde, c'est une façon de voir la dynamique des choses de l'une qui n'a jamais vu ni vécu un mouvement social réel et une spéculation qui vient des bouquins mal lus et mal digérés. En fait, c'est drôle parce que c'est un débat en fait, européen sur la Grèce et l'État espagnol. On va finir par faire un débat latino-américain parce que moi je suis brésilienne et je vais discuter un petit peu avec les expériences dont parlent les camarades. Et moi je pense qu'il y a deux choses. D'abord sur le cas chilien. Je vais essayer, ouais. D'abord sur le cas chilien en fait. Le camarade nous raconte en fait l'histoire d'Allende, etc. Moi je pense que ce qui se passe ni en Grèce ni en Espagne en fait n'a rien à voir avec ce qui était le Chili du début des années 70 où il y avait une situation révolutionnaire avec des organismes de double pouvoir, des occupations d'usines, des cordons industriels, etc. etc. Il me semble en fait, y compris que le programme d'Allende, même si j'en suis critique, était un petit peu plus avancé. Il ne disait pas, comme Pablo Iglesias, je suis ni de gauche ni de droite. Il disait en fait, je suis pour le socialisme, pour une voie pacifique, mais pour le socialisme quand même. Donc c'est un petit peu différent. Mais malgré ça, moi je pense qu'il faut raconter l'histoire jusqu'au bout, en fait, sur ce qui s'est passé au Chili. Ce qui s'est passé au Chili, c'est qu'au moment où les masses, qui étaient plus avancées qu'Allende, demandaient des armes dans la rue, en disant Allende, on veut des armes en fait pour empêcher le coup d'État et pour te défendre et défendre ton gouvernement, Allende a refusé de donner les armes à la population chilienne et aux travailleurs chiliens et il a donné la direction de l'armée chilienne à un monsieur qui s'appelait en fait Pinochet et qui est celui qui a fait le coup d'État et qui a plongé le Chili pendant des dizaines d'années dans une des dictatures les plus sanglantes de l'histoire avec des dizaines de milliers de morts. Je dis ça en fait non pas parce que je pense en fait que le débat ici soit ça, mais c'est pour montrer qu'en fait s'aimer des illusions sur en fait, des forces politiques et des gouvernements en fait, qui ne défendent pas une alternative de rupture en fait, jusqu'au bout avec le capitalisme et l'intérêt des travailleurs peut avoir des conséquences très sérieuses. Aujourd'hui en fait, ni en Espagne ni en Grèce, il me semble que le cas soit celui-là, c'est beaucoup plus proche à mon avis de la situation qu'il y avait au Brésil avec l'élection de Lula. Parce que, en fait, ce qui est en train de faire Iglesias, en même temps qu'il entretient un discours en fait, autour du pouvoir populaire, de la démocratie participative, etc. Après, c'est très spécial. Ben disait sur le fonctionnement. En fait, le fonctionnement de Podemos, c'est des gens en fait, qui ne sont jamais allés à une réunion et qui votent par Internet. Donc, vous voyez, c'est une façon un peu plébiscitaire, c'est un peu stalinisme plus Internet, quoi, le fonctionnement de Podemos. Donc, c'est très spécial de ce point de vue-là, y compris en fait, dans tous les votes importants. En fait, Pablo Iglesias, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, il va avoir 80 ou 90%. Parce que c'est la seule figure connue, c'est un parti en fait, qui s'organise autour en fait, d'une figure charismatique et très populaire, sans droit en fait, d'organisation de courant à l'intérieur, de ce point de vue compris moins démocratique que Syriza, d'un certain point de vue. Mais au-delà de ça, ce qui est en train de faire Pablo Iglesias et qui a fait en fait, à son tour Tsipras, c'est avant même leur arrivée au pouvoir, en fait, au gouvernement, donner toute une série de gages en fait, à la bourgeoisie. Donc c'est pas anodin en fait, que Pablo Iglesias envoie une lettre en fait, aux principaux capitalistes du pays en disant dans ce pays on a besoin en fait, de riches qui soient honnêtes. Donc il y a les riches qui sont méchants, mais il y a les riches qui sont honnêtes. Donc il va falloir en fait, organiser en fait, le pays avec des bons capitalistes gentils. Et aller en fait, rencontrer le roi, etc. Comme racontait Jean-Baptiste Lula, il a fait exactement la même chose. Il a rencontré les principaux bourgeois du pays, il a rencontré le FMI, il s'est engagé à payer en fait, l'ensemble de la dette et de ses intérêts. Et après, il a plongé en fait, le Brésil qui était au début de la vague de lutte contre les gouvernements néolibéraux au Brésil, en fait, dans une vague de paix sociale qui a duré 10 ans. Et la mobilisation au Brésil, elle a été reprise 10 ans après contre le gouvernement de Lula. Et d'une certaine façon, Pour ce qui est de... Je pense que c'est un des débats, voilà, un des nœuds de la discussion. Sur le pouvoir populaire, on pourrait encore en discuter à la limite, ce qu'on met derrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, la liste qui se présente à Madrid, Ahora Madrid, de Podemos, elle est menée par quelqu'un qui s'appelle Manuela Carmena, qui est une dame sympathique de 70 ans.
Le seul problème, c'est que c'est une ancienne juge de la Cour suprême. Et que fondamentalement, moi je veux bien être populaire, mais je ne suis pas populaire avec les gens qui ont pourchassé les militants des Ribatasuna. Tout comme à Murcia, le candidat de Podemos, c'est un entrepreneur. Alors je sais que Miquel Rull, à l'extrême gauche française, certains ont pu se présenter dans des listes où il y avait des entrepreneurs à Montpellier. Mais fondamentalement, le pouvoir populaire, on ne peut pas le faire avec un capitaliste. Ou c'est populaire ou c'est pas populaire. Et la classe ouvrière en tant que telle, c'est pas la classe ouvrière en bleu de travail qui va turbiner ou qui va raboter un morceau de métal le matin à 4 heures. C'est la classe ouvrière dans son acception la plus large, évidemment, telle qu'elle a pu se mobiliser dans les acampadas, sur les places, dans les grèves générales, dans les maléas. La question, c'est de savoir qui est-ce qui va donner la tonique de cette dynamique-là. Qui est-ce qui va être en capacité de donner le là de la mobilisation et de mener en tout cas le rapport de force, et y compris de mener l'affrontement jusqu'au bout. Et donc, pour finir, la question de savoir comment est-ce qu'on peut outiller, comment on peut s'armer, non pas pour gagner des gens au communisme, je pense, mais pour donner des armes à des travailleurs qui sont en train de se mobiliser, comme dans le cas des camarades qui se sont mobilisés dans la caravane Thessalonique-Athènes, pour commencer à s'organiser contre un gouvernement qu'ils ont pu voir comme le leur, mais qui n'est pas le leur, qui est situé de l'autre côté de la barricade en dernière instance. Comment refuser la fausse alternative entre d'un côté ce qui serait une sorte de gauche chauvine et de rupture avec l'euro, et une perspective internationaliste d'Europe des travailleurs pour renverser le capitalisme à l'échelle européenne. Et pour finir, là encore une fois, entre un gouvernement qui serait un gouvernement de gauche ou anti-austéritaire, et le seul gouvernement qui est capable de mener jusqu'au bout les mesures, en tout cas, et y compris les quelques mesures qui avaient pu être annoncées en Europe de Thessalonique dans le cadre de Syriza, ou les mesures d'urgence nécessaires pour sortir du cauchemar austéritaire, et ben c'est un gouvernement des travailleurs, c'est un gouvernement de monde du travail, basé sur l'organisation de ceux qui luttent, de ceux qui travaillent, et de ceux qui sont en capacité de faire tourner la société, et de la faire tourner à leur propre profit. Merci.